J'organise la pile de courriers sur mon bureau quand je remarque une enveloppe du jardin de Bel-Ami, le lieu de mariage le plus exclusif de la ville. Étrange. Je ne me souviens pas avoir déjà reçu quelque chose de leur part. Je glisse mon doigt sous le rabat et en sors un contrat soigneusement plié, l'élégant papier à en-tête captant la lumière du matin qui traverse la fenêtre de mon appartement. Ma tasse de café se fige à mi-chemin de mes lèvres alors que je parcours le document. La voilà, ma signature au bas d'un contrat autorisant des paiements totalisant 76 000 € pour le mariage de ma sœur, Amélie. Sauf que ce n'est pas ma signature. Pas vraiment. Les boucles sont trop rondes, l'inclinaison trop prononcée. C'est une bonne imitation, mais je reconnaîtrai mon écriture n'importe où. La pièce se met à tourner légèrement, alors que la prise de conscience m'envahit. C'est l'œuvre d'Amélie. Ses boucles distinctives à la fin de chaque lettre. La façon dont elle met les points sur ses i, légèrement sur la droite. Elle a imité mon nom, sur un contrat de 76 000 €. Mes doigts deviennent insensibles. La tasse de café glisse, se brise contre le parquet. Le liquide sombre éclabousse mes pieds nus, mais je le sens à peine. Ça ne peut pas être en train d'arriver. Je murmure à la pièce vide. J'attrape mon téléphone avec des mains tremblantes, composant le numéro du lieu de réception, imprimé en haut du contrat. Mon cœur bat si fort que je peux sentir chaque pulsation dans ma gorge. Jardin de Bel-Ami. Comment puis-je vous aider? Répond une voix joyeuse. C'est Andrea Leclerc. Je parviens à dire. Ma voix est anormalement aiguë. J'appelle au sujet d'un contrat de mariage pour Amélie Leclerc. Oh, mademoiselle Leclerc. Oui, nous sommes tellement excités pour le jour spécial de votre sœur. Tout le monde ici parle de votre cadeau généreux. Ce n'est pas souvent que nous voyons un si beau geste entre sœurs. La première larme coule sur ma joue avant que je puisse l'arrêter. Mon cadeau généreux. Celui que je n'ai jamais accepté de faire. Celui que j'ai explicitement refusé. Merci. Je m'étouffe avant de raccrocher. Je m'enfonce dans ma chaise, les souvenirs affluents sans y être invité. Moi, à 16 ans, faisant des doubles services à la crèmerie, pendant qu'Amélie se prélassait au bord de la piscine municipale. L'argent de mon diplôme emprunté pour son voyage de printemps à Cancun. Les innombrables prêts qui ont disparu dans le trou noir de ses désirs et de ses besoins. Tu es la responsable, disait maman, comme si c'était un compliment plutôt qu'une condamnation à perpétuité. Amélie est juste en train de se trouver. Il y a 2 mois, au dîner du dimanche, quand Amélie a exhibé son énorme bague de fiançailles et que papa m'a regardée avec attente. Nous pensions, avait-il dit, en remplissant son verre de vin. P. Puisque tu as cette promotion qui arrive, tu pourrais aider à offrir à ta sœur le mariage qu'elle mérite. J'avais senti les yeux de tout le monde sur moi, attendant. Mes mains avaient tremblé sous la table alors que je trouvais ma voix. Je ne peux pas me le permettre, avais-je dit, les mots à peine audibles. Je rembourse encore mon prêt étudiant. Le silence qui avait suivi avait été assourdissant. Le soupir déçu de maman, le front plissé de papa, la moue d'Amélie. La famille prend soin de la famille, Andrea, avait finalement dit papa, sa voix portant le poids de l'autorité qui avait façonné toute notre enfance. C'est comme ça qu'on t'a élevé. Maman avait tendu la main sur la table, tapotant la mienne. Tu ne veux pas que ta sœur soit heureuse? Après tout ce que tu as accompli, tu peux sûrement gérer cette seule chose. Mais tu as cette promotion qui arrive? Avait ajouté Amélie, comme si mon argent était déjà le sien à dépens. R. L'acompte pour le lieu est dû la semaine prochaine. À ce moment-là, je m'étais vue clairement pour la première fois, non pas comme une fille ou une sœur, mais comme un distributeur automatique avec un pouls. Une ressource à exploiter chaque fois qu'Amélie avait besoin de quelque chose de brillant et de nouveau. Maintenant,
En regardant le contrat falsifié, mon téléphone sonne avec une nouvelle notification d'email. Je baisse les yeux, voyant l'objet. Poste de décoratrice d'intérieur. Le bureau de Bordeaux s'intéresse à votre portfolio. Éléonore, du travail, avait mentionné cette opportunité la semaine dernière. À 3 régions de distance, un nouveau départ. Je reprends le contrat, passant mon doigt sur la contrefaçon. Toutes ces années de sacrifice, à mettre mes besoins en dernier, à être la responsable, et c'est comme ça qu'il me remercie, par le vol, par la fraude. Ça s'arrête maintenant, je murmure, et quelque chose change en moi. Quelque chose qui ressemble dangereusement à de la force. Cette même nuit, le sommeil refuse de venir. À 3 heures du matin, l'écran de mon ordinateur portable illumine mon visage alors que je cherche dans des années d'emails. Mes doigts sont engourdis, déconnectés de mon corps, alors que je tape « mariage » dans la barre de recherche. Les résultats apparaissent sur mon écran. Là, enfoui parmi les spams de mariage et les notifications Pinterest, je le trouve. Un fil de discussion par email entre maman, papa et Amélie datant de 2 mois. L'objet est la contribution d'Andrea. Mon estomac se noue alors que je clique. « Elle finira par céder », a écrit maman. Elle le fait toujours. Rappelez-vous comment elle a insisté pour ne pas payer les réparations de la voiture d'Amélie l'année dernière? En 1 semaine, elle a signé le chèque. La réponse d'Amélie apparaît en dessous. Sinon, on trouvera une solution. Elle a le crédit. Et pour ça, une vague de nausée me submerge. Il ne demandait pas seulement mon aide, il prévoyait de la prendre quelle que soit ma réponse. Il me manipule depuis des années. Je murmure à mon appartement vide. J'ouvre une nouvelle feuille de calcul et la nomme « prêts familiaux ». Avec une précision méthodique, je parcours les relevés bancaires, les factures de carte de crédit et les anciens emails. Chaque entrée représente une promesse non tenue, une dette non remboursée. L'été où j'ai fait des doubles services pour prêter de l'argent à Amélie pour son voyage à Cancun. Le cadeau de diplôme de grand-mère qui a disparu dans le besoin temporaire de maman. Le projet d'entreprise de papa qui ne nécessitait qu'un petit investissement. Au lever du soleil, la feuille de calcul contient des dizaines d'entrées s'étalant sur près d'une décennie. Le total en bas de page me fixe. 42 387 € et maintenant un lieu de mariage à 76 000 €. En plus de tout ça, je me frotte les yeux, brûlant de fatigue et de larmes que je refuse de verser. Le souvenir de Noël refait surface sans y être invité. La voix suppliante d'Amélie, alors qu'elle empruntait ma carte de crédit pour juste un petit cadeau pour maman. Le relevé de janvier montrait des frais de 300 € dans des boutiques de créateurs. Mon téléphone vibre à 9 heures ce matin-là. Un texto d'Amélie. Je viens de voir la suite nuptiale à Bel-Ami. C'est incroyable! Je pense qu'on devrait aussi améliorer le forfait fleurs. Seulement 1 000 € de plus. Qu'en penses-tu? S'y joint une photo d'elle posant dans une chambre luxueuse, une coupe de champagne à la main. Son fiancé n'est nulle part en vue. Je ne réponds pas. 20 minutes plus tard, maman appelle. « Andrea, chérie, tu as vu le message d'Amélie à propos des fleurs? Le lieu a besoin de savoir pour demain. Je ne paie pas pour les fleurs, maman. » Ma voix semble plus forte que je ne le ressens. Un lourd soupir parcourt le téléphone. Cette attitude ne te ressemble pas, Andrea. Que vont penser les gens si le mariage d'Amélie a l'air bon marché? La famille Henderson a déjà commenté ta générosité. Tout le monde en parle. Je n'ai jamais accepté de payer pour quoi que ce soit. La famille soutient la famille. C'est comme ça qu'on t'a élevé. Sa voix baisse. Un mélange savamment dosé de déception et de honte.
J'espère juste que tu n'es pas en train de devenir une de ces femmes de carrière égoïstes qui oublient d'où elles viennent. Après avoir raccroché, je vérifie mon score de crédit, ce que je n'avais pas fait depuis l'achat de ma voiture l'année dernière. Le nombre a chuté de près de 40 points. Une demande de renseignement du jardin de Bellamy apparaît dans le journal d'activité, ainsi qu'une nouvelle ligne de crédit. Ils n'ont pas seulement imité ma signature, ils utilisent activement mon crédit. Mon téléphone sonne à nouveau. Éléonore du travail. Hé, tu as réfléchi davantage à ce poste à Bordeaux? Le directeur du recrutement m'a rappelé hier. Ils sont vraiment intéressés par ton portfolio. Je ne savais pas qu'ils étaient si sérieux, je dis, me redressant sur ma chaise. Très sérieux. Le salaire est 20% plus élevé que ce que tu gagnes maintenant, plus une aide à la réinstallation. Et franchement, Andrea. Sa voix s'adoucit. Tu serais loin de tous les drames familiaux que tu as mentionnés. Pour la première fois depuis des jours, quelque chose comme de l'espoir palpite dans ma poitrine. Après avoir raccroché, j'appelle Jacques, le seul ami qui connaît toute l'étendue des attentes financières de ma famille. Ils ont imité ma signature, Jacques, pour 76 000 €. Un silence s'installe entre nous, puis... Ce n'est pas normal, Andrea. C'est de l'exploitation. C'est un crime. Ces mots sonnent comme une permission, une validation, dont j'ignorais avoir besoin. Et si je partais, tout simplement? La question émerge avant même que je ne la formule complètement. Honnêtement, c'est peut-être ta seule option. Sinon, ils te videront jusqu'à la dernière goutte. Plus tard, je suis assise à ma table de cuisine, mettant à jour mon CV pendant que maman envoie des textos de plus en plus fréquents sur les détails du mariage. Mes mains tremblent en tapant, mais pas de peur. De quelque chose qui ressemble dangereusement à de la possibilité. L'entretien est prévu pour lundi prochain, pendant ma pause déjeuner. Pendant que ma famille pense que je suis en train d'examiner des échantillons de tissu, je passerai un entretien pour un emploi à 3 régions de distance. Merci pour la recommandation, je dis à Éléonore quand je la vois dans la salle de pause le lendemain matin. Tu l'as mérité? Elle me serre l'épaule. Tes créations sont exceptionnelles. Bordeaux aurait de la chaleur, once de t'avoir. Pour la première fois depuis des semaines, je souris. Vraiment. J'imagine une vie où mon salaire m'appartient, où personne n'a accès à mes cartes de crédit, où les réunions de famille ne se terminent pas avec mon compte en banque allégé. Mon téléphone vibre avec un texto de maman. Amélie a ajouté des serviettes monogrammées à la réception. Seulement 3 € par invité. Nous en sommes à 900 € maintenant. Peux-tu appeler le lieu pour approuver? Je mets le téléphone en silencieux et le glisse dans le tiroir de mon bureau. Puis j'ouvre mon calendrier et je bloque le déjeuner de jeudi pour affaires personnelles importantes. 3 régions ne sont peut-être pas assez loin, mais c'est un début. Le dîner du dimanche chez mes parents ressemble à une entrée dans un piège. Avant même que j'aie pu accrocher mon manteau, tante Isabelle me coince avec une étreinte larmoyante. « Toi, ma douce et généreuse fille, dit-elle en me tapotant, t'es la joue. Financer tout le mariage d'Amélie, ta mère l'a dit à tout le monde. Mon estomac se tord. Je crois qu'il y a eu un malentendu. Andrea? Maman intervient, passant son bras sous le mien. Les Henderson demandaient justement des nouvelles du lieu de réception. Viens leur raconter comment tu as insisté pour le jardin de Bellamy. Le salon bourdonne de parents et d'amis de la famille, tous me souriant avec une approbation que je n'ai pas méritée et que je ne veux pas. Papa se tient près de la cheminée, menant la conversation. Ma fille Andrea ne voulait rien de moins que le meilleur, se vante-t-il auprès de ses partenaires de golf. Elle a dit qu'Amélie méritait une journée parfaite. Des mots que je n'ai jamais prononcés. Une générosité que je n'ai jamais offerte. Amélie voltige entre les groupes, le centre d'attention dans une robe rose pâle. Elle croise mon regard à travers la pièce et bondit vers moi. Quelque chose de grave.
Anne entre les bras. Regarde ce qui est arrivé aujourd'hui. Elle me tend un arrangement floral élaboré. Des larmes de cristal pendent de roses poudrées d'argent. Des échantillons de centre de table. Seulement 12 par table, et il nous faut 30 tables au minimum. Je leur ai dit que tu avais dit qu'il n'y avait pas de limite. 30 tables? Ma voix sort étranglée. Combien de personnes invites-tu? Maman apparaît avec son agenda en cuir. Nous en sommes à 300 maintenant. Ça semble juste pour notre famille, tu ne trouves pas? 300 invités dans un lieu que je n'ai jamais accepté de payer. Ma tête me fait mal. La liste finale des invités est due la semaine prochaine. Continue Amélie, inconsciente de mon expression. Oh, et l'organisatrice a besoin de ta carte de crédit pour l'acompte de la sculpture de glace. La pièce tourne légèrement. Je marmonne quelque chose sur le besoin de prendre l'air et m'échappe sur la terrasse arrière. La pause déjeuner du lundi, je suis assise dans ma voiture, le cœur battant la chamade, alors que l'écran de mon ordinateur portable se remplit du visage de Grégoire Lambert, directeur créatif chez Bordeaux Intérieur et Design. Votre portfolio montre une retenue remarquable, dit-il, étudiant quelque chose hors champ. La plupart des designers de votre âge en font trop, mais vos espaces respirent. Merci. Je crois en la création de pièces où les gens ont vraiment envie de vivre. Ma voix sort plus stable que je ne l'aurais cru. Quelle fourchette de salaire recherchez-vous? Il y a 3 mois, cette question m'aurait fait bégayer des excuses pour vouloir être payé. Aujourd'hui, quelque chose change. Sur la base de mon expérience et du marché bordelais, je recherche 82 000 € par an, plus les avantages sociaux habituels. Les mots sortent clairs et confiants. Grégoire lève les sourcils, impressionné plutôt qu'offensé. C'est précisément notre fourchette pour ce poste. Quand il fait une blague sur le fait que l'hospitalité du Sud-Ouest est plus qu'un simple dicton à Bordeaux, je ris, un vrai rire qui me surprend par son authenticité. Nous vous recontacterons très bientôt, promet-il alors que nous terminons. Je reste assise dans ma voiture silencieuse après coup, réalisant que mes mains n'ont pas tremblé une seule fois. Pendant cette semaine, je rassemble mes documents pour la confrontation. Et c'est ainsi que la semaine passe. Le brunch du samedi arrive avec une surprise malvenue. Je suis en train de beurrer une tartine quand la sonnette retentit. « Qui cela peut-il bien être ?» demande maman avec une feinte confusion. La réponse se présente sous la forme de Marissa Dubois, organisatrice de mariages extraordinaires, qui entre dans la salle à manger avec 3 portfolios bombés. « Andrea, enfin nous nous rencontrons ?» Elle tend une main manucurée. « Votre sœur parle si bien de vous. Maintenant, j'ai apporté les factures mises à jour pour votre approbation. » « Mon approbation ?» je demande, acceptant le dossier qu'elle me tend. Je feuillette des pages de dépenses extravagantes. Flûtes à champagne personnalisées, serviettes monogrammées, un quatuor à cordes, des orchidées importées. Chacune porte une mention. Approbation A. Leclerc requise. Ces frais semblent excessifs, je dis prudemment, observant Amélie du coin de l'œil. Qu'est-ce que cette ligne à 10 000 € pour l'éclairage? Marissa fronce les sourcils. Mais votre sœur a dit que vous aviez spécifiquement demandé un éclairage théâtral haut de gamme pour la piste de danse. Le visage d'Amélie se vide de sa couleur. Andrea adore l'éclairage dramatique, n'est-ce pas, Andrea? Pourrais-je voir tous les contrats, s'il vous plaît? Ma voix reste calme, malgré la rage qui monte dans ma poitrine. Andrea est juste méticuleuse, intervient maman, attrapant la cafetière. Marissa, avez-vous goûté mes brioches à la cannelle? Laissez-moi vous préparer une assiette. Alors qu'elle se dirige vers la cuisine,
Je prends des photos des factures avec mon téléphone. Ce soir-là, Jacques apporte des plats à emporter et des recherches juridiques à mon appartement. Dans cette région, tu peux résilier un bail sans pénalité si tu peux prouver le vol d'identité, dit-il, étalant des papiers sur ma table basse. Surtout avec des documents montrant que ta signature a été falsifiée? Éléonore envoie 3 liens vers des appartements abordables dans le quartier nord de Bordeaux. Pas glamour, lit son message. Mais propre, sûr et à 20 minutes du bureau. Je clique sur la visite virtuelle d'un 2 pièces avec un petit balcon. Le loyer est raisonnable. La distance avec ma famille, inestimable. L'email officiel est arrivé sur mon compte email privé le mardi matin et j'ai, eu le poste. Le salaire correspond à ce que j'avais demandé. La date de début est dans 3 semaines. Je conduis jusqu'à un parking vide pour passer l'appel. Je suis ravie d'accepter. Je dis à Grégoire, ma voix forte et certaine. Cette nuit-là, je signe numériquement un contrat de location pour l'appartement de Bordeaux. La date d'emménagement s'aligne parfaitement avec mon plan d'évasion. Plus que 2 semaines avant de m'échapper, je murmure à mon reflet. Debout dans mon appartement le vendredi soir, j'examine ce que j'ai construit au fil d'années de dur labeur. Le bureau vintage que j'ai restauré moi-même, l'aquarelle que je me suis offerte après ma première promotion. La bibliothèque remplie de références en design. Sur ma commode, il y a une photo de la remise de mon diplôme de l'école de design. Je suis rayonnante, fière et pleine d'espoir, inconsciente de la façon dont ma famille utiliserait cet espoir contre moi. Des larmes coulant sur mes joues, mais elles sont différentes, purificatrices plutôt que brisées. Je mérite de garder ce que j'ai gagné, je dis à voix haute dans la pièce vide. Le week-end devient une opération stratégique. J'enregistre maman discutant de la contribution d'Andrea au mariage. J'organise les relevés bancaires montrant des frais inhabituels. Je documente chaque texto où je refuse explicitement de payer. Lundi matin, j'appelle une entreprise de déménagement. Nous devons prévoir un horaire précis. J'explique. Le 14, vers midi. Nous pouvons faire ça, confirme le planificateur. Une raison particulière pour cette précision? Oui, je dis en rédigeant un email au jardin de Bellamy pour expliquer la falsification de signature. Ma famille sera à une dégustation de gâteaux. Le jour du déménagement arrive avec un temps parfait. De ma fenêtre, je regarde le SUV de maman s'éloigner avec papa, Amélie et l'organisatrice de mariage, à l'intérieur. Mon téléphone vibre continuellement avec les messages d'Amélie sur les options de fondant. 10 minutes plus tard, le camion de déménagement gronde dans le parking. Je prends une profonde inspiration, ma main sur la poignée de la porte. Les déménageurs montent les escaliers alors que mon téléphone s'allume à nouveau. 7 appels manqués d'Amélie au cours des 3 dernières minutes. Le jeu commence. Je souris et ouvre la porte à mon avenir. Nous commencerons par les cartons étiquetés, je dis aux 2 hommes en uniforme bleu assortis. Ma voix me semble étrangère. Stable, autoritaire, rien à voir avec le murmure hésitant que j'ai utilisé avec ma famille pendant 27 ans. À l'intérieur, je tends au déménageur un plan détaillé, tout en composant le numéro de mon propriétaire. Monsieur Bernard répond à la 2e sonnerie. J'ai documenté la situation de vol d'identité, j'explique, glissant le dossier de preuve dans mon sac. Les frais de résiliation de bail devraient être annulés en vertu des lois sur la protection des locataires. Je ne voudrais pas que cela arrive à ma propre fille, dit-il après avoir examiné mes documents. Je préparerai les papiers pour demain. Je raccroche, une petite victoire réchauffant ma poitrine. Les déménageurs travaillent avec une précision militaire, emballant mes meubles soigneusement choisis pendant que je suis assise en tailleur sur le sol, l'ordinateur portable en équilibre sur mes genoux. En quelques clics,
je transfère mes comptes à l'agence de Bordeaux. Un autre clic annule mes cartes de crédit, demandant de nouveaux numéros pour les remplacements. Mon téléphone vibre. Le nom de maman clignote sur l'écran. Le 5e appel en 30 minutes. Je le mets en silencieux, mais quelques secondes plus tard, la notification de messagerie vocale apparaît. Andrea Leclerc. La voix de maman oscille entre la colère et la peine. Hic. Où es-tu? Le lieu a besoin de décisions sur les forfaits d'éclairage pour 3 heures. Appelle-moi immédiatement. 3 autres messages vocaux suivent en succession rapide. Je les écoute tous, les enregistrant comme preuve, pendant que les déménageurs vident ma chambre. Mon téléphone sonne avec un texto d'Amélie. « Mais merde, Andrea! Le lieu dit que tu n'as rien confirmé. Je te jure que si tu gâches ça pour moi, je ne te le pardonnerai jamais. » 10 secondes plus tard. « Réponds à ton putain de téléphone. » 20 secondes plus tard. « Après tout ce que nous avons fait pour toi, c'est comme ça que tu nous remercies? » Chaque message forme un autre maillon dans une chaîne de preuves. Je les enregistre tous. La voix de papa tonne depuis le message vocal suivant. « La famille prend soin de la famille, Andrea. Tu as des responsabilités ici. Ne me force pas à venir te chercher. » Je sauvegarde celui-ci 2 fois, alors que j'emballe des autres cartons. Le bourdonnement s'arrête assez longtemps pour que je puisse vérifier Facebook. Le statut de maman apparaît en haut de mon fil d'actualité. Le cœur brisé quand les enfants oublient d'où ils viennent. Après tout ce que nous sacrifions en tant que parents. Les commentaires affluent en dessous. Mon amie d'université, Lisa, écrit « Andrea est la personne la plus responsable que je connaisse. Il doit y avoir un malentendu. » Ma cousine Jennifer ajoute « Attendez, je pensais que le mariage était revu à la baisse? Tante Carole m'a dit que ça coûtait plus de 70 000 euros. » La demoiselle d'honneur d'Amélie, Tara, demande « Qui paie pour tout ça? » Je pensais qu'Andrea s'occupait juste de la coordination, pas du coup. Je souris alors que les premières fissures apparaissent dans leur récit soigneusement construit. Mon téléphone sonne à nouveau. Jacques, cette fois. « Le camion avec ta bibliothèque et ton bureau vient de quitter chez... »« Aise-moi, » dit-il. « Tout est en sécurité dans ma chambre d'amis jusqu'à ce que tu sois installé. » « Merci, Jacques. Je ne sais pas ce que je ferais. »« Arrête. Tu ferais la même chose pour moi. » Il marque une pause. « Éléonore a appelé. Ton bureau est prêt dès que tu arrives. » Le poids sur mes épaules s'allège pour la première fois depuis des mois. « Ta nouvelle propriétaire a envoyé un email. » Continue Jacques. « Elle est d'accord pour que tu emménages plus tôt. Et Sarah de l'université dit que sa chambre d'amis est à toi pour la semaine de transition. » Des larmes brouillent en ma vision alors que je réalise que je ne fais pas cela seule. Mon ordinateur portable sonne avec une notification d'email. Le logo du lieu de mariage apparaît dans l'objet. Urgent, avis d'échéance de paiement. Je l'ouvre, lisant le rappel poli mais ferme que le prochain versement de 22 000 euros est dû dans 3 jours. Sinon, la réservation sera annulée. Mon téléphone vibre avec un texto de l'ami de ma mère qui travaille chez le traiteur. « Ta mère m'a demandé de prolonger à nouveau la date limite de l'acompte. Je ne peux pas continuer à faire ça, Andrea. Les affaires sont les affaires. » Une autre notification, un message de la future belle-mère d'Amélie. « Andrea, en tant que parents, nous sommes préoccupés par les finances du mariage. Pourrions-nous en discuter avant le dîner de dimanche? » Mon estomac se retourne alors que je réalise à quelle vitesse leur château de cartes s'effondre. Plus tard, alors que les déménageurs chargent mes dernières affaires, un texto de la colocataire d'Amélie apparaît. « Juste pour ton information. » Amélie pleure dans sa chambre à l'idée de devoir peut-être annuler le fleuriste et le photographe. Je prends une profonde inspiration alors que je me prépare à quitter mon appartement pour la dernière fois. Mon regard se pose sur la seule tasse de café que j'ai laissée derrière.
Premier mois. Celle qui s'est brisée le matin où j'ai découvert le contrat falsifié. Je l'ai recollée, laissant des fissures visibles à travers la céramique. Elle est posée sur le comptoir avec un mot. Certaines choses, une fois brisées, ne peuvent plus jamais être les mêmes. Avez-vous déjà dû vous éloigner d'une situation pour vous protéger? Qu'est-ce qui vous a donné le courage? 4 jours après avoir déménagé, les messages textes arrivent comme un essaim de frelons. 23 dans la première heure après que maman a découvert mon appartement vide. 37 de plus à la tombée de la nuit. Comment as-tu pu abandonner ta famille? Écrit maman. La voix de papa crépite dans ma messagerie vocale. Il pourrait y avoir des conséquences légales à te retirer maintenant, Andrea. Réfléchis à ce que tu fais. Je pose mon téléphone sur la table basse de mon nouvel appartement à Bordeaux, le regardant vibrer avec les appels entrants. Le soleil de fin d'après, ce midi projette de longues ombres sur le parquet. Je suis ici depuis exactement 4 jours, et déjà, je me sens plus chez moi que dans n'importe quel autre endroit où j'ai vécu. Tante Mireille appelle ensuite. Ta mère est hystérique, ma chérie. Tout le monde est tellement confus sur ce qui se passe avec le mariage. Ne peux-tu pas simplement reprendre tes esprits? Je laisse son message se dérouler jusqu'à la fin, notant avec quelle facilité mes parents ont enrôlé mes proches comme renfort. Le calendrier sur le mur de ma cuisine montre la date du mariage encerclée en rouge. Dans 1 semaine aujourd'hui, mon téléphone s'allume avec le nom d'Amélie. Contre toute attente, je réponds. Espèce de sorcière égoïste et ingrate, siffle-t-elle. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Tout ce que vous avez fait pour moi? Je répète, ma voix stable d'une manière qui me surprend. Paix pour le mariage, ou tu es morte pour moi, dit-elle. C'est aussi simple que ça. C'est ton choix. Je termine l'appel avant qu'elle ne puisse répondre. L'écran de mon ordinateur portable brille alors que j'ouvre mes emails. Le document que j'ai passé des semaines à préparer est en pièces jointes, prêt à être envoyé. Je clique dessus une dernière fois, examinant chaque élément. Lettre formelle au jardin de Bellamy, expliquant la signature falsifiée. Rapport d'analyse graphologique soulignant les différences entre ma signature et la contrefaçon. Fichier audio d'Amélie disant à sa demoiselle d'honneur. J'ai signé au nom d'Andrea comme une faveur, pour faire avancer les choses. J'appuie sur « Envoyer ». Moins d'1 heure plus tard, mon téléphone sonne avec un numéro inconnu. La voix du directeur du lieu est professionnellement contenue, mais j'entends la tension sous-jacente. Mademoiselle Leclerc, nous avons reçu votre email. C'est très inhabituel. Nous allons devoir parler immédiatement. NT avec votre sœur et vos parents. Je comprends. Je dis. J'ai également demandé à mon avocat de contacter les agences de crédit. Le contrat a été signé sans mon consentement ni ma connaissance. Après la fin de l'appel, je rédige un autre email, celui-ci destiné à ma famille élargie. Je garde mon explication digne, factuelle, pas d'accusation, juste des preuves. Je joins des copies de messages textes où je refuse explicitement de payer, des relevés bancaires montrant le schéma d'exploitation financière et la confirmation du lieu que la signature ne correspond pas à ma pièce d'identité. Mon téléphone se remet à sonner presque immédiatement, mais pas avec les appels que j'attendais. C'est mon cousin Thomas. Bon sang, Andrea. Le lieu vient d'appeler oncle Jean pour exiger un paiement immédiat, sinon ils annulent tout. Qu'est-ce qui se passe? Demande à Amélie, je dis. Ou mieux encore, demande aux parents de son fiancé. Je crois qu'ils viennent d'être informés du contrat falsifié. Au cours des heures suivantes, les nouvelles filtrent à travers les chaînes de textos familiaux. Les invités du mariage reçoivent des avis de report. Mes parents appellent frénétiquement des parents pour demander des prêts d'urgence. Amélie en larmes chez le fleuriste.
annulant les arrangements exotiques, le père du marié insistant sur un contrat de mariage. Quand mon téléphone se tait enfin vers minuit, je me verse un verre de vin et je sors sur mon petit balcon. L'air nocturne de Bordeaux m'enveloppe comme une couverture chaude. Pour la première fois depuis des années, mes épaules ne sont pas contractées par la tension. Quand j'appelle Amélie le lendemain matin, elle répond à la première sonnerie. « Tu viens t'excuser ?» Sa voix est rauque d'avoir pleuré. « Non !» je dis, le mot propre et simple sur ma langue. « Je te pardonne, mais je n'oublierai pas. » Tu as tout gâché. J'ai reco. M'amancer à zéro. Je la corrige. Bordeaux est magnifique. Mon nouveau cabinet apprécie mon travail. Mon appartement reçoit le soleil du matin. Nous sommes ta famille, murmure-t-elle. La facture du mariage est la conséquence de tes choix, pas des miens, je dis. Peut-être qu'il est temps que tu apprennes ce que ça fait. Je termine l'appel avant qu'elle ne puisse répondre, reposant mon téléphone sur le comptoir. Selon Jacques, qui vit toujours dans mon ancienne ville, mes parents ont passé la journée d'hier à rencontrer des conseillers en prêt. Amélie est passée de 8 à 4 demoiselles d'honneur. La sculpture de glace extravagante a été annulée, ainsi que le feu d'artifice et la robe de créateur. Le dernier message vocal de ma mère arrive ce soir-là, alors que je range des livres sur mes nouvelles étagères. « Andrea ?» commence-t-elle, sa voix se brisant. « Nous n'avons jamais voulu que ça aille aussi loin. » Je laisse le message se jouer jusqu'à la fin, puis je le supprime sans répondre. Dehors, par ma fenêtre, le soleil se couche sur Bordeaux, peignant le ciel de couleurs que je n'ai jamais vues dans mon ancienne vie. Certains ponts brûlent pour une raison. Je ferme les yeux et respire profondément, sentant le poids de 76 000 attentes se lever enfin de mes épaules. 3 mois plus tard, la lumière du matin traverse les fenêtres de mon appartement bordelais, attrapant les dos de mes livres de design alors que je les dispose sur les étagères en bois de récupération. Il y a 3 mois, ces mêmes livres étaient emballés dans une précipitation désespérée. Aujourd'hui, ils se dressent comme des sentinelles colorées de ma nouvelle vie. Je passe la main sur la table basse que j'ai trouvée dans un marché d'antiquités locales, sentant le grain du bois sous mes doigts. Mon appartement est modeste, mais le mien, vraiment le mien, sans fantôme financier qui se cache dans l'art, est coin. Mon téléphone vibre avec une notification de projet. J'ajuste mon blazer, j'aperçois mon reflet dans le miroir du couloir et je remarque quelque chose de différent dans ma posture. Mes épaules ne sont plus voûtées, portant le poids invisible de l'obligation familiale. Le lever de soleil du sud-ouest baigne mon petit balcon d'or, pendant que je sirote mon café. La légèreté que je ressens n'est pas seulement l'absence de dette, c'est la présence de possibilités. 3 mois après mon entrée en fonction, Marcus, le designer senior, s'appuie contre mon bureau un vendredi après-midi. « Andrea, nous avons besoin de finaliser ces planches conceptuelles pour la présentation de lundi. Je sais que c'est ton week-end, mais... » Il s'interrompt, l'attente flottant dans l'air. « Je suis désolée, mais j'ai des projets ce week-end. » Je réponds, surprise par la fermeté de ma voix. Je serais heureuse d'arriver tôt lundi pour aider à tout finaliser. Ses sourcils se lèvent légèrement. Vraiment ? Je pensais que tu serais du genre à vouloir marquer des points. J'accorde de la valeur à mon temps personnel. Je dis. Le mot « non » repose confortablement sur ma langue, au lieu de rester coincé dans ma gorge comme avant. Je fournirai un excellent travail pendant les heures de travail. Plus tard, en me promenant sur la rue Sainte-Catherine, je m'émerveille de la facilité avec laquelle cette limite s'est formée. Aucune répétition nécessaire, aucune culpabilité par la suite. Ma thérapeute appelle ça un progrès. Le cabinet du docteur. Le moine est devenu un sanctuaire hebdomadaire où les schémas familiaux
sont disséqués avec une précision clinique. La première fois que vous dites non est la plus difficile, m'avait-elle dit lors de notre première séance. Chaque fois suivante devient un peu plus facile. Mes entrées de journal le confirment. Première semaine à Bordeaux, réveillée en paniquant, déquée à propos de l'argent. La semaine dernière, j'ai passé toute la journée à explorer sans vérifier mon téléphone une seule fois. Le rire sincère qui jaillit pendant le déjeuner avec mes nouveaux collègues me surprend. Au début, il semble étranger à mes propres oreilles après tant de mois de tension. Ma pendaison de crémaillère est petite, mais animée une semaine plus tard. Éléonore est venue pour le week-end, apportant un figuier lyre en pot qui se dresse maintenant fièrement près de la fenêtre de mon salon. Jacques a envoyé un colis avec un mot manuscrit. Fier de toi, ne commence même pas à décrire ce que je ressens. Éléonore lève son verre au nouveau départ et à la vraie famille, celle que nous choisissons. Je cligne des yeux pour retenir mes larmes, réalisant que la famille n'est pas toujours déterminée par le sang, mais par ceux qui sont là quand ça compte. Quand Tara, notre designer junior, se confie à propos d'un client exigeant des révisions supplémentaires sans paiement, je reconnais le schéma familier. « Ton travail a de la valeur », je lui dis, partageant mes limites, sans partager mes cicatrices. « Et toi aussi ?» La satisfaction d'aider quelqu'un à éviter le chemin que j'ai parcouru me donne l'impression de boucler une boucle. Quand l'email avec les photos du mariage considérablement réduit d'Amélie apparaît sur mon écran, je ne ressens aucune vague de justification. J'envoie simplement une carte de félicitations en ligne et continue ma journée. L'absence de colère me surprend le plus, non pas parce que j'ai pardonné, mais parce que j'ai dépassé le besoin de le faire. Au coucher du soleil, je me tiens sur le front de mer de Bordeaux, la lettre de ma mère lourde dans mes mains. L'enveloppe contient les premiers indices de remords sincères que j'ai vus depuis des années. Je ne me précipite pas pour répondre. La culpabilité qui m'aurait consumée il y a de mois a été remplacée par une acceptation tranquille. Certains ponts brûlent pour une raison. Je murmure à l'horizon, regardant le soleil sombrer dans le port. L'eau s'étend à l'infini devant moi, pleine de directions que je pourrais choisir de suivre. Le pardon est-il toujours nécessaire pour guérir, ou est-ce que, parfois, s'éloigner est le plus grand cadeau que l'on puisse se faire? Je ne connais pas encore la réponse, mais pour la première fois, j'ai l'espace pour le découvrir à mes propres conditions.